Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau suivi lecture. On est le vendredi 9 avril et il est 7h44. Je vais pas tarder à aller travailler dans un quart d'heure vu que je suis en télétravail. Vous me retrouvez en tenue de sport puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de faire le bikini avec Sissi saison 7 où elle fait en fait des cours tous les lundis, mercredis et vendredis. Et là pour cette semaine j'aurais réussi à suivre ses cours, du coup je suis déjà en tenue de combattante prête pour ce soir, comme ça j'éteins mon PC et je fonce pour faire mon cours de sport. Aujourd'hui je reviens pour parler de ma lecture en cours qui est Les Saisons de la Tempête de L.A. Cosimano et c'est chez De Saxius. Vous savez, c'est la magnifique édition qui est en hardback et on a des petites illustrations comme ça devant et derrière le livre. Voilà, et on a des petites pages noires en fait, vous voyez ici et ici, c'est des parties. Moi j'ai enfin entamé la deuxième partie depuis hier, voilà. J'en suis à là et pour le moment j'aime bien l'univers, donc justement je voulais venir vous en parler. On va suivre le personnage de Jack Sommers. C'est un adolescent qui en fait un jour va avoir un accident et va être clairement en danger. Il va risquer de mourir, sauf qu'il va avoir Gaïa, une jeune femme, qui va lui proposer de soit le laisser mourir, soit lui permettre de devenir l'incarnation d'une saison. Alors ils ne choisissent pas les saisons, hein. Elle va lui proposer du coup de devenir un hiver et va l'emmener dans un observatoire qui est divisé en fonction des saisons. Donc on a une aile pour le printemps, une aile pour l'été, une aile pour l'automne et une aile pour l'hiver. Les saisons ne se mélangent pas pour la simple et bonne raison que quand elles sont en plein dans leur saison, il va y avoir la saison suivante qui va venir les chasser et le but c'est de tuer la saison en cours pour pouvoir la prendre. Donc je vous donne l'exemple de Jack. Jack, chaque fois que l'hiver va arriver à sa fin, il sait que Fleur, qui est la printemps, va venir pour le tuer et lui permettre de retourner dans l'observatoire où il va se remettre en forme. Ils sont à chaque fois tous aidés par des superviseurs et superviseuses qui sont là en fait dans les oreillettes pour leur permettre de identifier où la saison se trouve pour chasser, leur donner des conseils, prendre soin d'eux, les rapatrier dans l'observatoire, etc. Je ne vous ai rien spoilé puisque tout ça on l'a dans le résumé et je dois dire que le résumé, je l'ai lu quand même au moins 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre l'histoire parce que c'est vrai qu'il y a des moments c'est pas évident, l'auteur elle nous met des mots du style le crux qui sort comme ça et on a du mal à savoir ce que c'est. En fait je me suis rendu compte qu'elle l'explique mais au lieu de dire le crux c'est, elle va dire le crux et après elle passe sur cette chose là c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça, donc du coup on a l'impression qu'elle n'a pas donné l'explication. Mais je trouve encore que le crux c'est flou pour moi, hein. J'ai encore du mal à comprendre ce que c'est. Pour moi c'est un genre d'œil, hein, quelque chose de central à la pièce puisque chaque aile qui mène aux saisons, donc été, automne, hiver, printemps, enfin voilà, se trouve au centre de ce truc, de ce crux. Et j'ai l'impression qu'en gros, pour pouvoir accéder à une autre branche d'aile de saison, il faut passer par ce truc qui détecte les mensonges ou que vous n'avez rien à faire là, etc. Donc pour moi c'est ça, et en même temps j'ai interprété que c'était comme un espèce d'ascenseur, ce crux qui permettait d'accéder vers Gaïa et vers Chronos. Chronos c'est le père des saisons, c'est lui qui dirige tout, et Gaïa c'est sa fille. Gaïa, son rôle à elle c'est justement de retrouver, de repêcher des saisons, des personnes qui sont en train de mourir pour leur proposer de devenir des incarnations de saisons. Forcément on est un peu sur un style de Hunger Games où plus vous tuez l'autre saison rapidement et limite en la faisant souffrir, mieux vous êtes classé parce qu'il y a un classement, une espèce de compétition. Donc pour le moment j'aime plutôt bien l'univers, je trouve ça original l'histoire des saisons qui s'entretuent parce que en faisant la comparaison avec notre monde actuel, vous vous rendez pas bien compte que des fois on dit tiens là par exemple il a fait chaud, on se croirait en été. Et là c'est un petit peu le but, c'est que les saisons veulent rester, elles veulent continuer, elles ne veulent pas mourir et retourner à l'observatoire parce qu'à chaque fois on vous tue, hein. C'est pas comme si on vous disait je t'appuie sur un bouton, tu rentres chez toi, on vous tue. Donc je trouvais ça original de se dire qu'il y a des saisons, elles se battent pour rester plus longtemps, donc du coup ça fait que nous par exemple l'hiver dure plus longtemps, ou alors d'un coup les saisons sont plus courtes parce que la saison qui devait arriver, par exemple l'automne, a tué plus rapidement l'été que prévu. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est sur du coup de la mixité au niveau des sexes. Il y a des filles, il y a des garçons qui incarnent des saisons. Le seul choix qu'on leur laisse en fait, c'est leur prénom. Ils peuvent soit garder le leur s'il y en a ils préfèrent, mais de base c'est bien qu'ils puissent changer leur prénom pour s'identifier comme une nouvelle vie en fait.
Et forcément, bah, Fleur avec le printemps, ça va très bien ensemble. Alors que Jack, il s'appelle Jack Summers, rien que pour faire chier, parce que Summers comme Summer, l'été quoi. Donc pour le moment, j'aime bien. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve que c'est un peu long sur certains passages. Là, pour arriver à la deuxième partie, toute la première partie, je trouvais que c'était long, redondant. Je me disais quand c'est qu'en fait, bah, l'histoire va vraiment bouger, où il va y avoir de l'action, parce que on était surtout sur l'explication du fonctionnement des saisons, ce que je peux comprendre, hein. C'est le début du roman, il faut quand même qu'elle plante le décor. Mais j'ai trouvé un peu les descriptions très longues. Mais par contre, d'un autre côté, heureusement qu'elle décrit parce que je crois qu'on serait perdu. Il y a quand même beaucoup de descriptions. Il y a quand même des problèmes de traduction selon moi parce qu'il y a des fois des choses où je trouvais la tournure de la phrase pas très française. J'avais un peu du mal moi-même à comprendre ce qu'elle racontait. Donc voilà, mais après, je trouve l'histoire très originale. J'aime beaucoup l'univers. Mais par contre, le seul truc là que je peux reprocher et que je sais déjà que ça risque de pas trop évoluer là où j'en suis, c'est les personnages. Je ne ressens pas d'émotion pour eux. Je ne suis pas attachée à leur histoire. Ils me font même pas de la peine. Ouais, je suis pas attachée à eux. Alors que pourtant, ok, ils ont une apparence d'adolescents, mais là on parle d'eux qui sont morts en 1989, en 1976. C'est des personnes qui vivent leur vie, mais qui ne vieillissent pas. Je sais pas, je m'accroche pas au personnage, mais par contre, je trouve que l'univers est très bien trouvé. C'est la première fois que j'ai un roman qui parle de saison, donc ça me plaît bien. Je vous en reparlerai quand je serai peut-être arrivée à la fin de la deuxième partie, que j'aurai déjà entamé la troisième, que je serai à peu près vers la fin. Je reviendrai pour vous faire un petit point, mais en tout cas, l'univers est vraiment intéressant, donc affaire à suivre. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 14 avril et il est 19h10. Je vous reprends un peu en mode McDo, venez comme vous êtes, hein. Je viens juste de terminer ma séance avec Sissi sur un cours de bras et buste. Autant vous dire que là, je douille au niveau de mes bras. Mais je ne voulais pas attendre et traîner, puisqu'aujourd'hui j'ai enfin terminé les saisons de la tempête d'El Cosimano chez De Saxus. Bon, c'était quand même une bricasse, hein, ça paraissait pas, je pensais que j'allais le lire beaucoup plus vite que ça, mais bon, il fait quand même plus de 500 pages. Comme je vous l'avais dit, le roman est découpé en 3 parties. Et bah, finalement, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas été transcendant. Pour vous faire un petit peu le point par rapport à la dernière fois où je vous ai pris, donc effectivement, on continue de suivre Jack qui est un hiver et qui veut tout simplement vivre sa vie. Il ne veut plus être dirigé par Chronos qui est le père du temps, hein, c'est celui qui contrôle le temps. Sauf que bah, c'est compliqué puisque il ne peut pas quitter l'observatoire où les saisons sont réparties entre elles pour se remettre dès lors qu'elles sont décédées pour après par la suite reprendre leur saison à un moment donné. Et Jack est tout simplement fou amoureux de Fleur qui est une printemps. Il veut fuir avec elle, il va également fuir avec les 2 autres saisons qui font partie de son secteur, à savoir Amber pour l'automne et Julio pour l'été. Ils essaient aussi de s'échapper avec leur superviseur. J'ai beaucoup aimé quand j'ai entamé la moitié de la deuxième partie et la dernière, puisqu'on a beaucoup d'actions qui montent crescendo, surtout sur la dernière partie, la troisième, puisqu'on va avoir beaucoup de combats. Mais là où j'ai mis du coup une petite touche de déception, c'est que pour moi j'aurais voulu voir encore plus de preuves de leur pouvoir. C'est-à-dire que j'aurais vraiment voulu, autant le côté printemps on voit pas mal, autant la partie été, automne, mais alors surtout la partie hiver, j'ai l'impression que j'ai pas tant vu que ça leur pouvoir. Je m'attendais à encore beaucoup plus de choses. Il y a un passage quand même avec où ils se rallient ensemble sur un pouvoir et franchement c'était intéressant. Mais j'en attendais beaucoup plus, donc j'ai été un petit peu déçue. Et mine de rien, en faisant le point sur cette saga, donc pour moi le gros point positif c'est l'originalité de l'univers. Franchement l'auteur elle a une idée de folle, mais ça manquait de profondeur, notamment avec les personnages. Finalement l'histoire est très centrée sur leurs relations, hein, sur le fait qu'ils veulent vivre leur vie, mais j'ai pas été attachée aux personnages, j'ai même pas eu de l'empathie en fait. Même les histoires d'amour, ça m'intéressait pas quoi. J'ai été vraiment déçue sur ce point là. Et par rapport aussi à la fin, j'ai été déçue parce que, alors vous allez me dire, mais putain t'arrêtes pas de dire que t'es déçue. Mais j'ai été déçue par la fin parce que elle est floue. Et j'ai voulu regarder un petit peu sur Instagram les personnes qui l'avaient lu, la plupart sont comme moi, n'ont pas tout compris à la fin.
C'est pas une fin ouverte, hein. Attention, j'irai pas dire jusque là. Mais c'est une fin qui ne met pas un point final en fait, il nous manque des explications. Cette fin, elle est pas assez claire pour moi. On ne sait pas comment s'en sortent finalement les personnages, enfin je sais pas. Franchement, cette fin, elle est floue, elle est vraiment floue. Là, en y réfléchissant, je me dis ouais, je quitte les personnages, mais je sais pas trop dans quoi je les laisse. Mais après, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il semblerait qu'il va y avoir un tome 2. Donc est-ce que ça sera dans le tome 2 qu'on en saura un peu plus? Peut-être. Après, moi, je ne vous cache pas que je ne pense pas lire le second tome. Tout simplement parce que ça m'a suffi, ce tome 1. J'ai l'impression un petit peu, alors après, c'est peut-être que moi, mais c'est le deuxième roman de Saxus que je lis après Le Royaume assassiné. Et j'ai un peu le sentiment de tomber dans le panneau sur l'histoire de... Voilà, les couvertures sont magnifiques, on fait un tapage médiatique auprès de ces livres. Et du coup, bah, quand on voit une couverture comme ça nous vend du rêve. Et en ce moment, j'ai surtout l'impression que ouais, mes lectures avec de Saxus, ok, ça aborde un thème hyper passionnant, mais c'est pas assez en profondeur en fait. La lecture, elle reste sur la surface, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais ça m'a fait ça avec Le Royaume assassiné, ça me refait ça avec Les Saisons de la Tempête, où j'ai passé un bon moment de lecture, mais j'en attendais beaucoup plus. Alors je verrai bien, puisque demain je reçois, vu que j'avais précommandé la Dupree de Guenièvre, je le reçois demain puisque c'est son jour de sortie, c'est encore un de Saxus, je vais l'enchaîner avec donc la Dupree. Je vais pas encore lire le tome 2 d'un Palais d'épines et de roses, je pense que je lirai après la Dupree pour le coup, mais j'ai bien envie voilà, de lire la Dupree de Guenièvre pour enfin me faire un autre avis en me disant est-ce que finalement c'est cette maison d'édition qui fait que j'aime leur couverture mais les histoires sont pas assez approfondies pour moi. Je verrai bien. Après, j'ai également Nevernight dans ma palle, donc, et Nevernight a eu de très bons avis. Mais voilà, souvent il y a des tapages médiatiques autour des livres, je tombe dans le panneau et du coup j'ai l'impression que soit je suis trop difficile, c'est possible aussi, soit tout simplement je passe à côté de l'histoire. Et là franchement, pour le coup, autant Le Royaume assassiné, bah ça m'a embêté parce que je m'attendais vraiment à l'aimer. Mais là, celui-ci, je suis encore un peu plus déçue parce que c'était vraiment un univers qui me bottait. Les saisons, c'est un truc... déjà, de manière générale, je suis hyper à fond sur toutes les saisons qu'on peut avoir, ce qu'elles peuvent nous apporter, enfin voilà. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos mes articles sur ce que j'aime faire pendant les différentes saisons. Donc vraiment, je suis la première déçue parce que j'en attendais trop, je pense. J'en attendais trop, même si pourtant je m'attendais à pas grand-chose dans le sens où c'est pas comme si j'avais mis tous mes espoirs en n'ayant vu que des avis positifs. Non, loin de là, c'est que je me suis dit, c'est sûr, ça va être une bonne lecture. Ça en a été une, mais pas assez transcendante pour moi. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je lui ai mis du coup la note de 3 sur 5 parce que voilà, j'ai apprécié ma lecture, mais j'en attendais plus. Et n'hésitez pas, comme toujours, à aller voir ma chronique que je vous mettrai en barre d'infos, qui est beaucoup plus structurée, carrée et toujours sans spoil. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 19 avril et je vais bientôt travailler. Je suis en télétravail aujourd'hui. Vous ferez pas attention, j'ai un peu une tête de fatiguée, mais en ce moment je cumule une fatigue hyper importante et je sais pas pourquoi. Je sais que je dors très mal, mais je pense pas que c'est lié qu'à ça. Mais voilà, du coup j'ai un peu une tête, comme on pourrait dire, dans le cul. On va le dire comme ça. Et je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours qui est, vous vous en doutez, je vous en avais déjà parlé, la Dupree de Guenièvre. Donc c'est le tome 1, L'Ascension de Camelot. C'est de Kiersten White et c'est chez De Saxus. Donc forcément moi je l'ai pris en version brochée qui est juste magnifique. Voilà, moi je le trouve juste sublime. Alors par contre bien sûr c'est une jaquette. Et moi pour le lire, je le lis sans la jaquette parce que bah, quand il y a une jaquette j'ai toujours peur de l'abîmer, donc du coup je le lis sans la jaquette, et sans la jaquette il est comme ça, et je trouve qu'il est magnifique, parce que moi déjà le jaune moutarde j'adore, et avec le bleu et les reliefs il est magnifique, puis là bah, on a quand même Excalibur avec la couronne, donc je ne pouvais que valider. Donc comme je vous disais, j'en suis arrivée à la moitié, j'ai pas mal lu ce week-end, parce que je l'ai commencé, je crois, sa sortie, c'était mercredi ou jeudi dernier, mais la semaine dernière j'ai pas beaucoup lu, j'étais assez crevée comme je vous l'ai dit, du coup j'ai pas mal avancé ce week-end. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Guenièvre qui a été élevée par Merlin. Ce n'est pas la Guenièvre qu'on connaît. La vraie Guenièvre, elle est morte. Donc là, c'est une nouvelle Guenièvre qui a été créée en fait par Merlin. Elle est magicienne, hein, elle a des pouvoirs et en fait, le but c'est qu'elle protège Arthur.
Donc Merlin, il l'envoie dans un couvent pour faire comme la vraie Guenièvre qui était dans un couvent. Il efface les souvenirs de toutes les personnes qui ont pu avoir un souvenir de l'ancienne Guenièvre pour les remplacer par la nouvelle. Et les chevaliers du roi Arthur vont venir chercher Guenièvre dans son couvent et ils vont l'emmener à Camelot pour qu'elle puisse épouser leur roi. Il faut savoir que Arthur est au courant que Guenièvre n'est pas la vraie et qu'elle est là pour le protéger. Elle est là pour le protéger parce qu'en fait la magie a été bannie de Camelot, tout simplement parce que même Merlin a été banni. La magie représente le chaos et surtout ils ont peur que la magie fasse revenir la Reine Noire qui est vraiment la méchante de cet univers. On a également la Dame du Lac pour ceux qui connaissent vraiment les légendes arthuriennes, la Dame du Lac qui est gentille. On nous en parle, on nous parle vraiment de l'histoire de Camelot comme on connaît. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette première partie en tout cas de l'histoire, c'est que l'auteur nous retrace quand même les vrais effets qu'il y a eu avec Camelot, le roi Arthur, la Reine Noire, la Dame du Lac, Merlin, comment est né Arthur, ce qui s'est passé, voilà, on nous parle de tout et ça j'ai trouvé ça super bien. J'ai vraiment accroché là pour le début de cette histoire parce que même si Guenièvre demeure un petit peu, comment dire, réservée, c'est un personnage voilà qu'on voit qu'elle n'a pas l'habitude de vivre avec les humains, parce qu'elle vivait avec Merlin et Merlin n'est pas un humain. Et elle est assez touchante parce qu'en fait, ok elle est forte, mais elle reste quand même, comment dire, timide, réservée, sensible sur certains aspects. Et par contre le gros plus que j'aime sur ce personnage, c'est que dès qu'elle touche quelque chose, elle arrive à connaître l'histoire de cet élément. Je veux dire, elle va toucher un arbre, elle va connaître son histoire, elle va comprendre sa souffrance comme si c'était une âme, un être vivant qui est capable de penser comme un être humain. Et ça, j'aime vraiment beaucoup cet aspect de ses pouvoirs. Je trouve que ce qui est bien dans cet univers, c'est qu'on nous retrace aussi comment il vivait à cette époque-là. Je veux dire, Guenièvre, elle a quand même une camériste, un brangien, qui est là pour voilà, la laver, la coiffer, l'habiller, etc. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ça nous rappelle un petit peu du coup le vocabulaire de cette époque-là, à l'époque médiévale. Et en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est que on aborde certains sujets qu'on connaît à cette époque-là, notamment le fait que la femme est un objet, c'est un trophée. On parle même si la femme elle est là devant vous, on parle d'elle comme un objet. Ça va être du style, bah tiens Guenièvre, elle a des petits seins, mais bon, si vous cherchez une bonne épouse ou vous voulez vous amuser, vous pouvez toujours aller ailleurs. Enfin voilà, vraiment on nous retrace l'histoire comment elle était à cette époque-là. Il y a aussi un passage intéressant sur la condition de femme, je vous le dirai pas, vous le découvrirez vous-même, mais vraiment j'apprécie l'histoire de la Dupree de Guenièvre. Franchement je me suis lancée dedans, je m'attendais à rien. Et pour le coup, je passe un très bon moment de lecture. Il y a des passages, je vous cache pas, je l'ai partagé sur Instagram où j'étais morte de rire parce qu'il y a des petites expressions qui sont juste trop drôles. C'est souvent rapporté quand même à la merde, alors vous allez me dire mais qui ça vient foutre là-dedans, mais je vous assure, parce qu'encore une fois, elle vous montre comment ils vivaient à cette époque-là et notamment comment ils traitaient leur défection tout simplement, parce que nous c'est bien on a des toilettes, mais eux à cette époque là ils n'avaient pas de toilettes, donc il y a un passage où en fait on voit comment ils traitaient aussi ces sujets là. Donc pour le moment écoutez, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ces passages là il y en a certains c'est quand même cocasse quoi, je rigolais, je me disais mais qu'est-ce que vient faire la merde là-dedans, enfin voilà, mais bon. Comme je vous dis, c'est lié à l'histoire, c'est pas l'auteur qui s'est dit tiens je vais mettre de la merde dans mon roman, non, c'est il y a un moment donné, il y a une raison où on nous explique comment ça fonctionnait à cette époque là, donc c'est assez drôle. Et puis après c'est aussi le langage des fois un peu familier de certains paysans sur le marché, comment ils parlent ou quoi, en traitant leurs animaux ou quoi. Donc franchement je passe un très bon moment. En plus l'objet livre est quand même très beau parce qu'à chaque début de chapitre on a vraiment l'impression d'être comme dans un livre d'époque. Vous voyez avec la première lettre qui est comme ça. Donc les chapitres on les voit avec les traits noirs à chaque fois, c'est quand il y a un nouveau chapitre. Je sais même pas si vous le verrez là avec le focus. Non, vous le verrez pas trop, enfin quoi que si. Voilà, les traits noirs c'est quand il y a un nouveau chapitre. Et les chapitres sont pas très longs, donc du coup la lecture est assez fluide. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on a des passages qui sont en italique, alors toujours vers la fin en général du chapitre, et qui va entamer sur le nouveau, où on suit en fait le point de vue de la Reine Noire. Alors c'est vraiment très court, c'est juste un petit passage. Souvent c'est un petit peu même poétique dans la manière dont c'est amené, et ça nous permet en fait de non seulement, ok on suit Guenièvre et le roi Arthur, mais on se rend compte aussi que la menace, elle est bien là, et elle tente de rentrer à Camelot, elle tente de vouloir s'en prendre à Arthur.
Donc pour le moment j'aime vraiment beaucoup, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Hein, je pense que ça dépend les romans, mais je pense que pour la plupart je vous ferai comme ça, c'est-à-dire un point quand j'ai lu la moitié pour déjà vous donner mon impression et vous parler de l'histoire, sans spoil bien sûr, et une partie sur la fin pour vous dire globalement qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire. Mais pour le moment j'aime beaucoup et j'attends de voir la suite, sachant que voilà, c'est un tome 1, donc on aura une saga. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie ou une quadrilogie, j'en sais rien, mais moi j'aime vraiment cet univers et ça m'a donné envie de revoir le film sur Merlin. Et de revoir aussi le Disney Merlin, et même je sais que sur Netflix il y a un film Le Roi Arthur, donc peut-être que je me le ferai parce que j'aime bien en général quand je me plonge dans un univers comme ça, c'est regarder le film quand il y en a un qui existe, donc voilà. Très bonne lecture pour le moment. Je vous retrouve, on est le jeudi 22 avril, il est 13h20. Donc je vais pas tarder à recommencer de travailler vu que je suis en télétravail aujourd'hui. Je reviens parce que j'ai fini à l'instant la Dupree de Guenièvre avec la magnifique couverture, puisque quand je lisais, je vous disais, j'enlevais la jaquette pour pas l'abîmer. Et j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture. Comme je vous disais, on plonge dans cette époque, l'auteur elle nous montre comment il vivait, mais ce que j'ai surtout adoré dans cette histoire, c'est qu'elle change les clichés de l'époque, où la femme, comme je vous disais, elle a une condition voilà, d'objet, hein, on la met en avant comme étant un objet, et il y a un moment donné où quand même elle casse ce stéréotype, la femme est vraiment mise en avant, et je trouve que... ouais, elle met à l'honneur les femmes en fait. Dans ce roman, elle met à l'honneur les femmes. J'ai adoré la camériste de Guenièvre qui est Brangien, donc qui est sa femme de chambre. Guenièvre, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on s'attend à avoir une héroïne hyper forte vu qu'elle est magicienne. Et en fait, elle a beaucoup de faiblesses. Hein. Elle est quelque part un peu humaine. Elle n'est pas entièrement invincible. Mais justement, ça change. Ça change parce que quand on voit cette couverture, on s'attend à faire face à une Guenièvre badass. Pas du tout en fait, elle est hyper normale, limite. Ok, elle a des pouvoirs, mais elle ne les connaît pas tant que ça. Ou en tout cas, elle ne les exploite pas au maximum qu'elle pourrait. J'avoue que par contre dans ce premier tome il y a encore une part d'ombre qu'on a et je pense qu'on va le découvrir dans la suite hein, puisque c'est un tome 1 pour le moment. Je sais pas encore quand c'est que sort le tome 2 mais j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. C'est que Guenièvre, mine de rien, ok, on nous dit qu'elle a vécu et grandi avec Merlin, c'est lui qui l'a fait, mais elle a aucune connaissance de son passé. Elle ne se rappelle pas qui est sa mère, elle ne se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant que Merlin l'envoie au couvent et la fasse passer pour la vraie Guenièvre, alors que c'est une fausse Guenièvre. Voilà. Donc du coup, il y a quand même une part d'ombre encore sur ce personnage. Je suis sûre qu'en vérité, elle a une place hyper importante et qu'en fait, on va découvrir qu'elle a des pouvoirs qui dépassent l'entendement. J'ai été hyper agréablement surprise par la fin, il me restait quoi, 3 chapitres et il y a eu un retournement de situation que je n'ai pas vu venir, alors que pourtant jusqu'à présent le roman, je naviguais un petit peu à l'aveuglette et je me suis dit bon ça va peut-être tourner comme ça, et en fait là vers la fin j'ai été vraiment agréablement surprise parce que j'y ai pas vu venir tout simplement, et je suis sûre que vous ne le verrez pas venir non plus. Parce que voilà, il n'y a aucun moment où on nous a fait comprendre que ça pouvait se produire ce genre de choses. Et c'est un gros plus pour moi parce qu'à partir du moment où un auteur réussit à me surprendre dans ma lecture de cette manière-là, en mode what the fuck, je valide. Et du coup, quand j'ai lu ce moment-là ce matin, j'ai dit il faut que ce midi je le termine parce que je veux savoir la suite. Et j'ai passé, comme je vous dis, un super bon moment de lecture. Déjà, moi j'adore tout ce qui se rapporte à Arthur et à Merlin. J'adore également, comme je vous dis, qu'on a des petites surprises dans ce roman et qu'on tourne la position de la femme aussi, et ça me plaît énormément. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais je ne pourrais pas vous en parler parce que sinon je vais vous révéler des petites choses et ça serait dommage parce que faut le découvrir par vous-même. Mais vraiment, moi je vous recommande cette lecture. J'ai adoré, j'ai hâte de lire le second tome. Dès qu'il sortira, c'est pareil, je le précommanderai et j'espère qu'ils le feront aussi en relié et en hardback. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment de lecture, j'ai pas d'autre chose à vous dire, je lui ai forcément mis la note de 4 sur 5 et je vous laisserai en barre d'infos le lien de ma chronique. Coucou, je vous retrouve, on est le dimanche 25 avril, il est 9h45 et je reviens pour vous parler de ma nouvelle lecture qui est La Maison de Poupée, le tome 3 de la saga Ellen Grace de M.J. Harlich chez 10-18. Alors le petit reproche que je pourrais faire un petit peu aux sagas thriller, c'est qu'à aucun moment on vous précise le numéro du tome. Là vous voyez, à aucun moment vous pourriez vous dire que ça fait partie d'une saga, et c'est un peu le truc que je pourrais reprocher.
Je pense que c'est fait exprès pour que les gens puissent se dire bah tiens je me lance dans ce tome là et après ah bah tiens en fait ça fait partie d'une saga donc je peux lire tous les autres tomes, sauf que non, puisque même si soi-disant vous pouvez lire les tomes de manière indépendante, pour moi vous risquez de vous spoiler certains éléments, puisqu'ici on suit quand même l'enquêteur Ellen Grace qui est entouré quand même d'autres policiers, et on suit les histoires aussi des autres policiers. Et on en apprend un peu plus sur leur vie. Et si vous lisez pas dans l'ordre, vous allez vous spoiler le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, c'était la petite parenthèse coup de gueule où ça me gonfle un petit peu qu'ils précisent pas encore. S'ils veulent pas mettre le numéro du tome, c'est une chose. Mais pour au moins marquer ici saga Ellen Grace. Comme ça, au pire, vous vous dites bon bah, est-ce que j'ai envie de lire dans l'ordre ou pas? Enfin voilà. Je ferme ma parenthèse. Donc pour vous parler de l'histoire, parce que ça y est, j'en suis arrivée à la moitié, et comme toujours quand je lis un livre de cet auteur, je le bouffe rapidement, parce que celui-ci, pour vous dire, je l'ai commencé vendredi, donc en l'espace de 2 jours, j'en ai lu la moitié quoi. Et j'adore toujours autant. Franchement, cet auteur, c'est ma valeur sûre maintenant du thriller. Hein. C'est la première fois que je lis aussi vite en fait des tomes d'une saga thriller avec un auteur. J'ai déjà le tome 4 d'ailleurs dans ma palle, hein, que je pense que je me lirai aussi cette année. Je vais me les enchaîner tous. Donc, pour vous parler de l'histoire, on va suivre en fait le personnage de Ruby, qui est une jeune femme qui du jour au lendemain va se réveiller pas dans son lit du tout, mais dans un autre, et dans un endroit surtout enfermé comme une cave. Elle va vite paniquer en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, parce qu'en plus c'était une soirée arrosée, et elle va se rendre compte en fait qu'elle plonge dans un cauchemar, puisque elle est baignée dans le noir. C'est lorsque seulement son bourreau arrive et allume la lumière, donc déjà ça l'aveugle, hein. Imaginez, vous êtes tout le temps dans le noir et d'un coup on vous fout une lumière dans la tronche. Et elle va vite voir qu'en fait tout ce qui l'entoure n'est qu'une maquette. La cuisine est fausse, il y a même une horloge au plafond qui est bloquée sur 1 heure, donc elle ne fonctionne même pas. Tout est fait en fait pour ressembler, comme le titre l'indique, à une maison de poupée. Et Ruby comprend vite que son bourreau a un comportement complètement instable, puisque voilà, il commence à prendre ses mesures, lui demande de se déshabiller, de s'habiller de telle manière. Voilà, il lui donne des ordres, et en plus de ça, il lui donne un autre prénom. Il ne l'appelle pas Ruby, mais par une autre identité. Et justement, Ruby ne comprend pas pourquoi il l'appelle comme ça. Elle n'arrête pas de lui dire je ne suis pas cette personne, je m'appelle Ruby, laissez-moi sortir. Franchement, elle a vraiment un tempérament de battante. Limite, elle est prête même à mettre en colère son bourreau. Je la trouve assez courageuse, franchement, pour une victime. Mais d'un autre côté, on sent qu'elle veut pas se laisser faire et qu'elle est maligne, hein. Elle est très intelligente, elle a compris un peu le comportement de son bourreau, et elle essaye en fait de s'adapter à lui, de l'amadouer un petit peu pour essayer d'arriver à ses fins et surtout de s'échapper de cet enfer. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué quand même, c'est que en se mettant à la place de Ruby, on se dit n'importe qui pourrait se faire enlever comme ça du jour au lendemain, et en plus, comme le dit le résumé, le bourreau envoie des messages sur Twitter pour donner des nouvelles en fait d'elle, hein, en disant voilà, j'ai passé une journée de merde aujourd'hui, aujourd'hui je suis allée à la plage. Donc en fait les parents ne se disent même pas que leur enfant a été enlevé, et ça c'est juste horrible. Bon, là, en tant que victime, vous ne savez pas hein, qui fait ça derrière vous, mais la victime, elle ne sait pas si ses parents savent qu'elle a été enlevée, s'ils pensent qu'elle est morte, enfin, on n'en sait rien, parce que quand on a affaire à un psychopathe comme ça, on se dit que son plan, il a été élaboré et réfléchi depuis plusieurs temps. Et ouais, franchement, ça m'angoisse pour Ruby, parce que je vous cache pas, j'ai quand même peur un petit peu que l'histoire soit assez glauque hein, pour Ruby. Il y a déjà des petits trucs où je me dis ça sent pas très bon, mais je verrai bien. Hein. Pour le moment, j'ai le cœur et l'estomac qui sont plutôt bien accrochés, donc on verra pour la suite. Et ce que j'aime beaucoup encore une fois, c'est que quand on suit le personnage de Ellen Grace, qui est donc le commandant, elle lâche pas le morceau. Alors elle, franchement, moi je dirais c'est un... Comment dire, elle a la rage. Cette femme, elle a la rage parce qu'elle sait que c'est des femmes qui sont en danger. C'était déjà le cas d'ailleurs dans le tome 1, hein, il y avait quand même des femmes qui étaient en danger. Dans le tome 2, un peu moins. Et là, on sent vraiment qu'elle sait qu'une femme enlevée comme ça, séquestrée, soit on a des chances, on la retrouve vivante, mais elle aura subi des séquelles, soit alors on va la retrouver morte. On sait que le criminel n'est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il y a un corps qui a été retrouvé. Jusque là, je ne vous spoile rien, hein, c'est dans le résumé. Et on sait juste pas qui il est, et c'est ça que j'adore dans cette saga, c'est qu'à chaque fois on suit la tête d'Ellen Grace, la tête de la victime et la tête du tueur. Et là, à chaque fois que je suis le tueur, je me dis mais t'es qui mec, parce que j'arrive pas à t'identifier, j'arrive pas à savoir qui t'es, et je suis toujours dans le flou, là même à la moitié du roman, je ne sais toujours pas qui il est et pourquoi il kidnappe ces femmes. Parce que on pourrait tout de suite se dire voilà...
c'est pour en faire sa compagne, hein, comme c'est souvent le cas qu'on peut lire dans des thrillers, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus poussé que ça. Ça m'a l'air d'être encore plus glauque, donc j'attends de voir, mais franchement j'aime énormément cette histoire. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminée, mais pour le moment ça part très très bien. Hello, je vous retrouve, on est lundi 26 avril, il est 19h20. Je vous retrouve encore en tenue de combattante, en sortant de la douche. Suite à mon cours de sport avec Sissi, on attaque la 4e et dernière semaine. C'est passé super vite ces 4 semaines de sport, mais par contre je suis déglinguée à chaque fois. Je termine la semaine sur les chapeaux de roue, mais franchement c'était super bien. Je reviens parce que, vous me croirez jamais, j'ai déjà terminé La Maison de Poupée. Je l'ai lu en 3 jours. Ouais, 3 jours. Je l'ai commencé vendredi. J'avais déjà lu 80 pages, je suis arrivée à la moitié samedi, j'ai hyper bien avancé hier, il me restait peut-être même pas 50 pages je crois aujourd'hui et du coup je l'ai terminé ce midi. Alors malheureusement il est moins bien que le tome 1 et le tome 2. C'est marrant parce qu'il m'a donné l'effet un peu d'un tome 2 finalement, alors que c'est un tome 3. Mais j'ai été un petit peu déçue, non pas forcément par la révélation, parce que, encore une fois, je n'ai rien vu venir et je m'attendais pas à ce que le tueur ce soit cette personne et je m'attendais pas à ce que le mobile ce soit celui-ci. Mais j'ai été déçue parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce tome-là, il est centré sur la vie des enquêteurs qui sont autour du commandant Helen Grace. Et en échangeant avec une fille sur Bookstagram, pareil, elle me disait qu'elle avait l'impression que ce tome-là, ça parlait que de la vie des enquêteurs, au point qu'on en vient à même oublier la trame principale qui est quand même Ruby, qui a été enlevée, séquestrée, et qu'on essaye de retrouver avant que le meurtrier la tue tout simplement. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu perdue finalement sur cette histoire parce que on a très peu de moments où on suit Ruby dans son enfer, dans le fait qu'elle est séquestrée et qu'elle aimerait s'évader. On suit un petit peu le ravisseur, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la majeure partie des chapitres, c'est sur Helen Grace, mais même surtout sur ceux qui gravitent autour d'elle. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage parce que de base, oui, on suit Helen Grace, mais on suit surtout les tueurs. Enfin, c'est ce que nous a habitué l'auteur avec le tome 1 et le tome 2. Même si dans le tome 1 et le tome 2, on suit également la vie des enquêteurs, ils ne prennent pas le pas sur l'histoire principale. Et là, finalement, j'ai l'impression d'avoir plutôt lu l'histoire des enquêteurs. Limite, ça aurait dû être les enquêteurs de Helen Grace ou je ne sais pas quoi. Mais pas La Maison de Poupée. Finalement, j'ai l'impression que je suis passée à côté un petit peu de l'histoire. Alors après, j'ai passé un bon moment de lecture, sinon je l'aurais pas bouffé en même pas 2 jours et demi. C'est toujours autant fluide et addictif. Franchement, l'auteur, il a une manière de manier son histoire qui est parfaite. Parce qu'à peine vous terminez un chapitre, vous les enchaînez les autres. Et en plus, ils sont hyper courts. Vous avez des chapitres qui vont faire 4 pages, d'autres qui vont faire 1 page. Je crois que le max qu'ils font, c'est peut-être 5 pages. Et ça, c'est parfait pour un rythme de lecture. On a l'impression qu'on avance dedans. Alors que des chapitres qui peuvent faire jusqu'à 15 ou 20 pages, franchement, c'est hyper long. Donc j'ai passé quand même un bon moment de lecture, mais je suis un petit peu déçue sur la partie, comme je vous dis, où l'histoire est trop concentrée sur les enquêteurs et pas assez malheureusement sur l'enlèvement de Ruby. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette maison de poupée? Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous aimez bien ce format, est-ce que vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si oui, est-ce que vous les avez aimés ou non. Sinon, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir? Vous avez peut-être remarqué que De Saxus était pas mal à l'honneur dans cette vidéo parce que entre les Saisons de la Tempête, la Duperie de Guenièvre, ça avait déjà 2 livres sur 3 et là un petit thriller histoire de changer un petit peu l'envergure du décor. Là je vais changer encore une fois de genre littéraire, je vais retourner un petit peu dans de la fantaisie, je pense que vous avez deviné le livre que je vais lire après. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et ça me motive. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!